Eh bien, bonsoir, merci d'être venu. Donc, ce soir, comme on voulait préciser, on va parler du diagnostic biologique de la carence martiale, avec tout ce qui est marqueurs actuels et à venir, pour essayer de dégrossir un petit peu les recommandations de l'HAS qui sont publiées depuis quelques temps, et puis essayer de voir les petits marqueurs qui sortent dernièrement, qui reviennent de plus en plus dans les publications. Donc, c'est des marqueurs plus ou moins spécialisés qu'on va faire soit au laboratoire sur le territoire, ou alors qu'il faudra envoyer en métropole pour les plus spécialisés. Donc on va en parler assez brièvement et s'appesantir principalement sur ceux qu'on peut faire sur le territoire. Donc dans cette présentation, on va voir une partie d'introduction avec quelques rappels, et puis tout ce qui est étiologie de la carence, principalement. On va avoir une partie sur les marqueurs actuels, tout ce qui est fer sérique, la transférine, la capacité totale de fixation de la transférine, le coefficient de saturation de la transférine, ainsi que la ferritine sérique. Puis on va parler des nouveaux marqueurs, le pourcentage de globules rouges hypochromes par exemple, les protoporphyrines zinc érythrocytaires, les récepteurs solubles de la transférine, l'hepsidine, le SCID et la teneur en hémoglobine des réticulocytes qu'on appelle RET-HE ou CHR en fonction des techniques et des automates qui vont rendre ce résultat. Et on conclura par quelques petits cas cliniques avant l'intervention du docteur Hédard. En introduction, j'ai voulu parler de l'anémie fériprive, parce que c'est quand même la principale cause d'anémie qui touche plus de 1 milliard de personnes dans le monde. Et ce métabolisme du fer nécessite une régulation qui est très fine, avec depuis ces 10 dernières années une compréhension un petit peu plus poussée grâce à l'émergence de l'hepsidine, qui est une hormone du métabolisme du fer qui a une réelle importance dans tout ce qui est régulation de ce métabolisme, et également des paramètres hématologiques comme le pourcentage de cellules hypochromes ou encore la teneur en hémoglobine des réticulocytes qui revient de plus en plus dans les publications. Donc cette anémie est principalement importante par exemple chez les patients insuffisants rénaux, donc Fadi en parlera beaucoup mieux que moi tout à l'heure. C'est une des manifestations les plus courantes et qui va être un facteur limitant dans la réponse au traitement par EPO. Donc s'il n'y a pas de fer, le PO pourra stimuler autant qu'il veut la moelle. Malheureusement, il n'y aura pas la matière première pour fabriquer l'hémoglobine. Résultat des courses, il y aura une anémie par carence. Donc l'HAS, dans un rapport qui avait été publié en 2011, avait pour objectif de montrer les redondances et les demandes inadaptées dans les prescriptions de tout ce qui est métabolisme du fer. Et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés rapporte en 2008 les exemples les plus notables de prescriptions inadaptées, avec par exemple le dosage du fer sérique seul à la place de la ferritine en première intention dans le diagnostic de l'anémie fériprive. C'est un marqueur qui est beaucoup moins précoce, moins sensible et sans intérêt sans le coefficient de saturation de la transférine. Donc ce dosage de fer sérique seul n'a pas d'intérêt dans le diagnostic de cette anémie. Également, le dosage du fer, du coefficient de la saturation de la transférine plus de la ferritine associée ne va rien apporter de plus. En premier lieu, il faudra doser une ferritine seule. On y reviendra après. Dans ce rapport de l'HAS, il était publié une répartition des prescriptions selon l'étude de la Caisse nationale d'assurance maladie en 2008. Donc pour essayer de faire le corollaire, on a fait au sein du laboratoire une extraction de 5000 dossiers qu'on avait eus en 2016 pour voir si on avait une prescription à peu près similaire que celle de métropole. Et on peut voir justement que par exemple les prescriptions de fer isolé au niveau de la caisse, au niveau métropolitain, est plus importante que celle qu'on a au niveau de la Nouvelle-Calédonie en 2016. Par contre, nous avons une prescription de ferritine isolée beaucoup plus faible, 34% contre 51%, mais également une association fer-ferritine qui n'est pas recommandée par l'HAS, également plus importante que sur la métropole, où seulement 18% des prescriptions sont concernées. Nous voyons aussi une grande différence avec les prescriptions de fer, ferritine, coefficient de saturation de la transférine par rapport à la métropole,
parce que nous avons inclus tous les bilans de dialyse que nous avons eus dernièrement, qui sont des gros pourvoyeurs de ce type de bilan. Mais on va voir que c'est justifié pour l'hémodialyse. Donc, dans les marqueurs du métabolisme du fer, nous avons deux grands types de marqueurs, les marqueurs biochimiques que vous connaissez bien, le fer, ferritine, transférine, coefficient de saturation, mais également ces nouveaux marqueurs dont je vous ai parlé en introduction, comme l'hepcidine, cette hormone régulatrice du métabolisme, les protoporphyrines, zinc, érythrocytaires et les récepteurs solubles de la transférine. Donc ces trois derniers paramètres ne sont pas dosés sur le territoire, il faudra les envoyer en métropole. Et même pour l'hepcidine, des laboratoires très spécialisés ne les font pas, et il faut encore les sous-traiter à des laboratoires encore plus spécialisés. Nous avons à côté de ça des marqueurs hématologiques qui sont présents, basés soit sur la population de globules rouges, avec l'hémoglobine, l'hématocrite, le VGM, TCMH, CCMH, et également le CVGR. Donc ce CVGR, c'est l'index de distribution des globules rouges. Si vous voulez, ça veut dire coefficient de variation des globules rouges. C'est un indice qui va nous permettre d'avoir un reflet de l'anisocytose érythrocytaire. Dans ces marqueurs hématologiques, nous en avons aussi qui sont basés sur la population de réticulocytes, tels que la teneur en hémoglobine des réticulocytes, ce RET-HE, et le pourcentage de cellules hypochromes, donc de globules rouges hypochromes. Donc dans les marqueurs actuels, on va détailler un petit peu chacun rapidement. Donc nous avons le fer sérique. Ce fer sérique, l'HAS ne le recommande pas car il est soumis à d'importantes variations nictémérales intra-individuelles, de l'ordre de 30 à 40% selon le cycle circadien. Donc vous voyez que c'est quand même assez important, d'où une difficulté au niveau de l'interprétation de ce paramètre. Ce fer sérique va être augmenté également après les repas, donc il y a une nécessité d'être à jeun pour doser le fer sérique. Donc ce n'est pas toujours le cas non plus des patients qui se présentent au laboratoire, qui n'ont pas l'information de venir à jeun, donc soit les faire revenir plus tard, les faire revenir le matin de préférence, donc ça crée des contraintes également pour les patients. Après la prise d'un traitement en fer, on voit ces augmentations en cas de surcharge en fer, d'hépatite, de cirrhose, d'alcoolisme, hémolyse, des syndromes myélodysplasiques. On va voir une baisse du fer sérique, en revanche, dans les cas de carence martiale et dans l'inflammation. Souvent associé au fer sérique, on a la transférine qui est le transporteur du fer au niveau sanguin, sur lequel nous avons moins de variations physiologiques. On va avoir une diminution en cas de surcharge en fer, d'insuffisance hépatocellulaire, car c'est une protéine fabriquée par le foie. Dans des cas de dénutrition majeure et dans l'inflammation, la transférine est un marqueur qui est dit négatif de l'inflammation. Il va diminuer en cas d'inflammation par augmentation de son catabolisme. Et également une diminution importante dans les syndromes néphrotiques. On va voir une augmentation dans la grossesse, les contraceptions orales, mais également dans les carences en fer, uniquement à partir du moment où les réserves sont épuisées. À partir de ces deux paramètres, de la transférine et du fer sérique, nous allons pouvoir calculer la capacité totale de fixation en fer de la transférine. Donc vous voyez que cette capacité totale en fer de la transférine va être corrélée et augmentée ou diminuée en fonction des résultats de la transférine. Donc quand on va avoir une carence en fer, cette transférine va augmenter de façon à essayer de capter tout le fer qui est disponible aux alentours, et du coup la capacité totale de fixation en fer de la transférine va augmenter également. Le coefficient de saturation en fer de la transférine, ce paramètre va nous informer sur le transport et la livraison du fer aux cellules utilisatrices. Donc c'est un ratio qui va impliquer l'acidérémie et la capacité totale de fixation en fer de la transférine. Donc ce ratio va diminuer, ce pourcentage va diminuer en cas de carence en fer. Enfin, la ferritine sérique, qui est un reflet des réserves en fer de l'organisme, il va être augmenté lors des surcharges, des maladies de surcharge telles que l'hémochromatose, dans les inflammations, dans les cytolyses hépatiques, le diabète décompensé et d'autres manifestations cliniques. Mais c'est un paramètre du coup qui va être très embêtant à interpréter en cas d'inflammation et dans tout ce qui est pathologie inflammatoire chronique ou même dans les insuffisances rénales chroniques. Les causes d'hyperferritinémie vont être décrites dans une prochaine newsletter qu'on va publier sur notre site internet. Donc je vous inviterai à la consulter ultérieurement.
Les seuils de ferritine, malheureusement, ne font pas consensus non plus dans les cas de prescription pour l'enfant ou dans la grossesse. Donc, dans les premiers mois de la vie, vous allez avoir une augmentation de la ferritinémie due à une hémolyse par remplacement de l'hémoglobine fœtale par l'hémoglobine adulte. Puis, lié à la croissance, on va consommer ces réserves de façon à pouvoir produire de l'hémoglobine. Il va y avoir également une baisse de la ferritine au 2e et au 3e trimestre de la grossesse, liée principalement à l'expansion volémique. Donc, il est attesté par l'HAS que des valeurs moyennes de ferritine sont plus faibles chez la femme en période d'activité génitale et chez l'enfant ou chez les individus en période de croissance, tels que les adolescents. C'est pour ça que l'OMS a essayé de publier des valeurs de référence, des valeurs seuil chez l'enfant entre moins de 5 ans et plus de 5 ans, de façon à pouvoir interpréter ces taux de ferritinémie plus facilement. Donc, ces marqueurs biologiques du fer peuvent être classés par compartiment. Donc, on a 3 compartiments principaux: le fer de réserve, le fer de transport, celui qui est disponible pour l'érythropoïèse, et le fer fonctionnel. Donc, dans les réserves, nous avons vu que le principal marqueur est la ferritine et la capacité totale de fixation, de saturation de la transférine. Dans le fer de transport, ce sera le coefficient de saturation de la transférine, le fer sérique, la transférine, la ferritine érythrocytaire et les récepteurs solubles de la transférine. Et dans le dernier compartiment, nous allons retrouver donc, en fer fonctionnel l'hémoglobine, le VGM, la TCMH et ces nouveaux marqueurs dont je vous parlerai un petit peu plus tard, comme le pourcentage de globules rouges hypochromes et la teneur en hémoglobine des réticulocytes. Donc, les étiologies des carences martiales, donc, nous avons des carences martiales dites absolues, avec des augmentations de pertes en fer, avec des saignements digestifs ou gynécologiques, des chirurgies hémorragiques, hémorragie digestive induite par des médicaments principalement, ou la dialyse. L'augmentation des besoins en fer, tels que la croissance, la grossesse, le don du sang, la diminution des apports en fer par insuffisance d'apports alimentaires ou des diminutions de l'absorption du fer liées à l'alimentation, des traitements tels que des antisécrétoires gastriques ou des pathologies gastro-intestinales comme la maladie cœliaque ou des maladies inflammatoires chroniques intestinales. Dans les carences martiales fonctionnelles, ce sera celles-là qui vont être principalement difficiles à interpréter pour tout ce qui est métabolisme du fer. Donc tout ce qui est chirurgie inflammatoire, les pathologies inflammatoires chroniques, l'insuffisance rénale chronique, tout ce qui est maladies inflammatoires de l'intestin, les cancers, les maladies auto-immunes ou encore les traitements par agents stimulants de l'érythropoïèse. Et enfin les carences martiales mixtes, dans lesquelles on va retrouver encore une fois les insuffisances rénales chroniques, les pathologies telles que les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ou les cancers. Je vous ai mis un petit graphique qui représente les différentes situations permettant de voir comment vont varier les paramètres du métabolisme du fer. Donc on peut voir dans une situation normale que le fer sérique est normal, la saturation de la transférine également et la ferritine dans des taux relativement normaux. En cas de carence ou de fin de grossesse, nous voyons que les réserves, donc la ferritine va diminuer, l'acidérémie également, et ainsi que le coefficient de saturation de la transférine. Par exemple, nous allons avoir des cas dans les maladies de surcharge telles que l'hémochromatose où l'ensemble de ces paramètres vont être augmentés, la ferritine, le fer sérique et le coefficient de saturation de la transférine. On peut voir également dans les états inflammatoires une dissociation entre ces paramètres où la sidérémie et le coefficient de saturation de la transférine vont être abaissés alors que la ferritine, qui est un marqueur de l'inflammation, va être augmentée. Sur ce petit graphique, sur cette diapo, la physiopathologie de l'anémie par carence en fer, on va voir les différentes étapes qui vont constituer cette anémie ainsi que l'impact sur les marqueurs. Donc, dans la première étape, nous allons avoir une libération du fer des réserves, donc une mobilisation des réserves de la ferritine, de façon à maintenir une érythropoïèse efficace. Donc, dans un premier temps, nous allons avoir une diminution de la ferritinémie, avec une augmentation de la transférine et une diminution du coefficient de saturation de la transférine. En deuxième étape, si la carence se poursuit, l'érythropoïèse va devenir déficiente. Donc nous allons retrouver une microcytose et une hypochromie, donc une baisse du VGM et de la TCMH, et une augmentation des récepteurs solubles de la transférine.
Et enfin, en troisième étape, l'anémie devient centrale par insuffisance médulaire qualitative et nous allons voir une baisse de l'hémoglobine. En revanche, lors de l'instauration d'un traitement par fer, nous allons avoir une correction dans l'ordre inverse de leur apparition de ces anomalies. Donc l'hémoglobine va augmenter en premier lieu, le VGM, la TCMH, une diminution des récepteurs solubles et enfin une réaugmentation des taux de ferritine, une diminution de la transférine et une augmentation du coefficient de saturation de la transférine. Au niveau de notre hémogramme, cette anémie par carence martiale va se manifester par une anémie microcytaire hypochrome arégénérative avec une discrète augmentation des plaquettes. Et nous allons voir au niveau de nos frottis sanguins une morphologie des globules rouges qui va être assez caractéristique par une hypochromie, par exemple avec ces hématies, vous voyez, qui est quasiment vide à l'intérieur, des hématies cibles comme celle-ci, ou alors une poikilocytose avec l'apparition par exemple d'elliptocytes qui sont des anomalies retrouvées assez fréquemment dans les carences martiales. Après instauration du traitement, il va y avoir une crise réticulocytaire qui va apparaître vers les 7 à 10 jours après le début du traitement, ce qui peut se manifester au niveau de nos graphiques de répartition des globules rouges par une double population. Vous voyez la population principale des rouges et ici une deuxième population qui est en train de se créer liée à la crise réticulocytaire, à une sortie de réticulocytes qui sont une population macrocytaire plutôt. Dans ce petit tableau, on rappelle les différents cas d'anémie microcytaire, donc la carence martiale, l'inflammation chronique, la thalassémie mineure. On va voir des anémies très profondes dans les carences martiales qui sont en général très marquées également au niveau du VGM. Donc cette chute du VGM va être en général parallèle à l'importance de l'anémie. On va voir une microcytose quasi aussi importante que dans la thalassémie, mais on a coutume de dire que l'anémie par carence martiale est plus hypochrome que microcytaire, au contraire de la thalassémie qui elle est plus microcytaire qu'hypochrome. On va voir cette discrète augmentation des plaquettes, en général entre 300 et 600, mais en général vous voyez des taux aux alentours de 450 000, c'est tout à fait possible dans les cas de carence. Une baisse, une non-régénérescence, donc une non-production de réticulocytes pour l'ensemble des cas, puis le bilan martial sur lequel on va pouvoir faire un distinguo entre ces trois cas. Donc le fer sérique va être diminué dans la carence martiale et inflammatoire, mais une augmentation de la transférine dans la carence martiale alors qu'elle sera diminuée dans l'inflammation chronique. Une baisse de la ferritinémie dans la carence martiale alors qu'elle sera augmentée ou normale dans l'inflammation chronique. L'électrophorèse de l'hémoglobine n'a pas d'intérêt dans le diagnostic de carence en fer ou d'inflammation chronique. Elle en aura un uniquement dans le diagnostic de la thalassémie, mais il faudra bien sûr corriger toute carence martiale associée à une thalassémie mineure parce que nous allons avoir une augmentation de l'hémoglobine A2 en cas de carence martiale, ce qui peut entraîner des faux diagnostics de thalassémie. C'est pour ça souvent dans les comptes rendus d'électrophorèse de l'hémoglobine, il y a toujours sous réserve d'avoir corrigé une carence en fer. Et bien sûr, les paramètres classiques de l'inflammation, tels que AVS, CRP, fibrine, qui seront augmentés dans les pathologies inflammatoires chroniques. Donc, quand rechercher une carence en fer, devant toute anémie microcytaire, il est important de rechercher ces marqueurs de carence en fer, ou alors dans des circonstances épidémiologiques à haute incidence de carence, même sans anémie microcytaire, telles que la grossesse. L'HAS recommande de faire une NFS plus un dosage de la ferritine sérique au premier trimestre de chaque grossesse. Chez les femmes non enceintes, toute femme réglée devrait avoir une exploration de son bilan martial au moins une fois tous les 5 ans. Également, en cas de don du sang fréquent, une ferritinémie est dosée lors du premier don, puis une fois par an. Les précautions à observer pour doser les marqueurs du métabolisme du fer, donc je vous en ai parlé un petit peu en introduction. Donc dans un premier lieu, il faudra réaliser un hémogramme pour associer tous ces marqueurs du métabolisme martial. Également, effectuer ce dosage à distance d'une inflammation aiguë de façon à s'affranchir d'une mauvaise interprétation par exemple de la ferritine. Et si les dosages du fer et de la transférine sont nécessaires, on va voir dans quel cas ils le sont, il est préférable de les réaliser le matin à jeun
pour s'affranchir du cycle nictéméral, donc éviter toute fluctuation intempestive de ce fer. Et en cas de dosage répété, il est préférable de le doser dans le même laboratoire. Donc pourquoi il est préférable de le doser dans le même laboratoire? Tout bonnement car il y a une grande variabilité interlaboratoire de cette ferritine. Donc vous voyez sur ce diagramme qui nous est fourni par les organismes d'évaluation externe de la qualité auxquels les laboratoires sont inscrits, que pour un dosage, donc là nous avons deux sérums de contrôle qui sont passés et qui sont répartis selon les techniques. Donc vous voyez par exemple les cercles noirs foncés sera la technique Abbott, les cercles blancs clairs seront la technique Beckman. Vous voyez qu'il y a une répartition très importante des valeurs rendues en fonction des techniques. Et là, seulement 13 techniques sont répertoriées avec cette évaluation externe de la qualité. Donc nous sommes représentés au sein de notre laboratoire, nous utilisons la technique Abbott Architect. On voit que nous sommes dans le groupe de pairs qui est ici, mais si nous utilisions la technique Beckman, nous nous retrouverions en bas de courbe. Résultat, nous aurions des valeurs de ferritinémie qui seraient différentes et des valeurs normales différentes également. On voit également que les fournisseurs nous donnent des valeurs normales chez l'homme et chez la femme qui sont excessivement larges. Donc il est important de pouvoir définir des seuils à partir desquels il faudra quand même penser à une carence martiale. Donc l'HAS, elle va nous recommander, en l'absence d'inflammation, d'effectuer un dosage unique de la ferritinémie. C'est l'examen de première intention en cas de carence martiale et il est inutile de doser un autre paramètre du métabolisme du fer si ce paramètre-là est abaissé. Donc seule la ferritine est utile dans ce cadre-là. Donc tout à l'heure, je vous parlais de seuil. Donc, pour des seuils qui sont inférieurs à 30 microgrammes par litre, nous retrouvons près de 90 à 100% des anémies par carence martiale. Donc ce seuil est assez important. Alors qu'avec le seuil à 50 microgrammes par litre, nous avons moins de 30% des anémies par carence. Dans la notice de nos fournisseurs de réactifs de ferritine, ils définissent ce seuil inférieur à 10 microgrammes par litre pour définir une anémie ferriprive. Pour eux, c'est le seuil sur lequel ils ne se mouillent pas trop. Mais beaucoup de publications présentent ce seuil de 30 microgrammes par litre. Et bien sûr, il faudra faire attention pour l'interprétation de la ferritinémie aux hépatopathies, les insuffisances rénales chroniques, les dénutritions, les affections malignes, toutes ces situations cliniques qui vont pouvoir nous fausser ce paramètre-là. Donc toujours en l'absence d'inflammation, il n'est pas justifié de doser le fer seul car il est moins informatif que celui de la ferritine, moins sensible également, et il n'est pas utile non plus de doser l'association fer-ferritine car ça n'apporte rien de plus en termes d'interprétation. En cas d'inflammation, à ce moment-là, la ferritinémie n'est plus le bon marqueur du bilan martial, car on a vu que c'était un paramètre de l'inflammation, il va être augmenté, donc il faudra utiliser des marqueurs du fer de transport, donc le fer sérique et la transférine, principalement pour nous aider à calculer ce coefficient de saturation de la transférine qui sera abaissé en cas de carence martiale sur des pourcentages inférieurs à 20%. Voilà pour les marqueurs actuels qui sont communément utilisés. Je vais vous parler assez brièvement des différents marqueurs qui sont émergents, tels que le pourcentage d'hématies hypochrome. Donc, ça nous permet d'avoir un reflet de l'hémoglobine présente à l'intérieur des globules rouges. C'est principalement utilisé dans les cas de carence fonctionnelle en fer, donc dans tous ces cas où la ferritine est difficilement interprétable, mais également on le retrouve dans des publications comme un marqueur important dans le suivi du traitement. Donc si l'approvisionnement en fer est faible, la quantité d'incorporation d'hémoglobine à l'intérieur des globules rouges va diminuer et nous allons voir augmenter ces globules rouges hypochromes de façon importante. Donc les globules rouges que je vous ai montrés tout à l'heure sur les frottis sanguins qui sont quasiment vides, quasiment transparents en leur centre. Les protoporphyrines zinc érythrocytaires mesure l'incorporation du fer dans l'hème de l'hémoglobine. Donc en cas de carence en fer, ce fer va être remplacé par le zinc et va être retrouvé au niveau de l'hème. Donc en cas de carence, nous allons avoir une augmentation de ce marqueur. Les récepteurs solubles de la transférine, donc ça mesure la disponibilité en fer de la moelle osseuse. C'est un marqueur qui va
augmenter en cas de carence, car il va y avoir une stimulation importante de la moelle osseuse par le PO. Et les érythroblastes, à leur surface, vont exprimer de plus en plus de récepteurs à la transférine, de façon à capter le fer environnant. Et si l'approvisionnement en fer est faible, ces marqueurs, certains récepteurs vont pouvoir se détacher et être dosés au niveau sanguin. Donc ce marqueur-là va être variable également en fonction de l'âge, du sexe, de la grossesse. On va retrouver des augmentations de ce marqueur dans les carences martiales, mais également dans les érythropoïèses inefficaces telles que les thalassémies, les carences en B12, ou dans les érythropoïèses intenses, c'est-à-dire principalement dans les hémolyses. En introduction, je vous parlais de l'hepcidine, qui est une hormone qui a fait émergence il y a une dizaine d'années. On a découvert cette hormone et l'implication dans le métabolisme du fer. Cette hepcidine va avoir un rôle inhibiteur au niveau de l'absorption digestive du fer, mais également dans le relargage du fer contenu dans les macrophages. Donc si on a une inflammation, il va y avoir une augmentation du taux d'hepcidine et une diminution du fer disponible par principalement une séquestration au sein des macrophages. C'est pour ça que nous allons avoir une augmentation de la ferritine également et donc une augmentation du fer de réserve et une baisse de ce fer disponible au niveau sanguin. On voit dans quelques publications également cette notion de SCID, le Superconducting Quantum Interference Device. Ouais, c'est un nom bien barbare. En fait, c'est une méthode non invasive de quantification de la teneur hépatique en fer. Donc, c'est basé sur la capacité de résonance du fer, et cette résonance va diminuer au fur et à mesure que la concentration hépatique du fer va augmenter. Donc, je suis bien incompétent pour vous en dire plus là-dessus, mais c'est vrai qu'on le voit apparaître, et c'est peut-être Fadi en dira deux mots tout à l'heure. La teneur en hémoglobine des réticulocytes, on va en parler un petit peu plus longuement parce que c'est un marqueur qui apparaît de plus en plus dans la littérature anglo-saxonne et également chez nos confrères néo-zélandais et australiens. Ils s'en servent de plus en plus en pratique hospitalière, justement pour diagnostiquer ces carences martiales dans des pathologies de carences martiales fonctionnelles. C'est un reflet de la quantité en fer de la moelle osseuse qui est disponible pour l'incorporation dans les réticulocytes. Donc les réticulocytes, c'est un précurseur des hématies, donc c'est un bon marqueur et ça va être un marqueur qui va être très, très précoce par rapport à d'autres comme l'hémoglobine par exemple. Donc on a défini des valeurs normales et la société Sysmex la société Roche qui parle du RET-HE, nous définit un seuil à 28 picogrammes. Donc imaginez, on le parle en picogrammes, comme si c'était une TCMH, donc une teneur corpusculaire des réticulocytes en hémoglobine. Donc inférieur à 28, ça va indiquer une carence en fer. Et au-delà de 28 picogrammes, nous allons avoir suffisamment de fer disponible pour l'érythropoïèse. Donc voilà comment ça se présente un petit peu sur nos graphiques, sur nos machines. Nous allons avoir une répartition sur ce graphique du volume globulaire, donc en ordonnée, et de la teneur en ADN des éléments. Les globules rouges seront représentés par la population en bleu, et tout ce qui va être par l'accolade verte, ce seront la population réticulocytaire. Donc cette hémoglobine contenue dans les réticulocytes sera faite à partir de cette population-là. Donc pour que ça vous parle un petit peu plus, voilà le cas d'une carence, d'une anémie microcytaire hypochrome. Nous voyons que la population de globules rouges est bien descendue au niveau de la taille et nous comptons peu d'éléments, peu d'événements au niveau des réticulocytes. Par contre, lors de l'instauration du traitement, donc fer IV et EPO, 3 jours seulement après la mise en place du traitement, nous voyons une augmentation de ces réticulocytes. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'événements qui sont comptés par rapport au graphique de gauche, et une augmentation du coup de la teneur en hémoglobine des réticulocytes. Donc c'est un marqueur très précoce de réponse également au traitement. Donc ce marqueur a un intérêt également en néphrologie, donc on va passer assez rapidement là-dessus, mais c'est recommandé dans les guidelines de néphrologie, où on voit que ce soit les sociétés européennes comme dans les sociétés internationales, où ce RET-HE, qui est appelé également CHR, donc
en fonction des sociétés qui ont commercialisé ce paramètre-là. CHR va être plutôt l'apanage de la société Bayer avec ses automates Advia, et RED-HE va être plutôt celui de la société Roche avec les automates Sysmex. Nous, au sein de nos laboratoires, nous sommes avec Roche et Sysmex, donc c'est pour ça que je vous parle plus principalement de RED-HE. Mais beaucoup d'études sont faites sur l'un comme sur l'autre, et des études de corrélation ont prouvé que les deux paramètres étaient bien corrélés. Donc, pour en revenir à cette teneur en hémoglobine des réticulocytes, vous voyez que ça fait partie des guidelines pour définir une anémie en cas d'insuffisance rénale chronique chez les personnes hémodialysées. Donc, ce paramètre indique la tendance du statut ferrique actuel qui, associé à la numération des réticulocytes, va nous informer sur la qualité et la quantité des globules rouges immatures. Donc c'est un marqueur qui est précoce, beaucoup plus précoce que les marqueurs biochimiques dont on a parlé tout à l'heure, la ferritine, le fer et le coefficient de saturation de la transférine. Il est non influencé par l'inflammation chronique ou aiguë, donc à la différence de la ferritine, donc c'est quand même quelque chose qui est important pour toutes les pathologies qu'on a évoquées tout à l'heure de carence fonctionnelle. Il est rapide, stable, plus de 48 heures et peu onéreux. Donc rapide parce que ça se fait à partir d'une NFS, donc juste en rajoutant l'analyse réticulocyte qui est faite sur un tube de sang pour NFS, on peut avoir ces paramètres-là de pourcentage des massifs hypochromes et de teneur en hémoglobine des réticulocytes qui sera rendu en même temps. Et peu onéreux, bien évidemment, ça sera le prix des réticulocytes uniquement. Donc c'est quand même avantageux par rapport à l'ensemble des marqueurs du métabolisme du fer. Il y a également un intérêt, donc toujours en néphrologie, certaines publications ont montré que ça pouvait être un paramètre de décision de traitement ou non. Donc par exemple dans cette étude qui a été publiée dans Kidney International, 138 hémodialysés dans 3 centres de dialyse ont été répartis en 2 groupes. Un groupe sur lequel la décision de supplémentation en fer se faisait sur la ferritinémie ou sur le coefficient de saturation en fer de la transférine, et l'autre groupe était uniquement basé sur la teneur en hémoglobine des réticulocytes. Et on a pu voir au niveau des résultats que le groupe 2 nécessitait beaucoup moins de traitement par vénofer, donc quasiment moitié moins que le groupe numéro 1 qui était basé uniquement sur les marqueurs chimiques. Ce paramètre a également un intérêt en pédiatrie où l'Académie américaine de pédiatrie conclut qu'il faudrait dépister à environ 1 an les enfants pour toute cause d'anémie, car cette carence martiale, même sans anémie, peut affecter de façon néfaste le développement neurologique et comportemental de l'enfant de façon irréversible. Donc pour diagnostiquer ce déficit en fer, même sans anémie, il est conseillé par l'Académie américaine de doser la ferritinémie et la CRP ou la teneur en hémoglobine des réticulocytes. Et il conclut que cela devrait augmenter de façon considérable la sensibilité et la spécificité diagnostique, sachant qu'une teneur en hémoglobine des réticulocytes basse est un prédicteur fort de carence martiale chez l'enfant. Il peut avoir un intérêt également en cancérologie où la carence martiale est importante au niveau diagnostic pour tout ce qui est décision thérapeutique de transfusion de culoglobulaire, l'utilisation d'agents stimulants de l'érythropoïèse ou alors l'instauration d'un traitement martial par voie orale ou intraveineuse. Donc les recommandations font office d'un seuil d'hémoglobine inférieur à 11 grammes par décilitre. Et dans cette étude qui a été publiée dans l'American Journal of Clinical Pathology, le diagnostic de carence martiale était effectué sur la teneur en hémoglobine des réticulocytes où un seuil de 32 picogrammes, un seuil d'hémoglobine inférieur à 11 grammes était conseillé et on retrouvait une valeur prédictive négative de 98%, ce qui nous permettait d'exclure rapidement tout déficit en carence martiale et de diminuer de façon considérable, donc de plus de 80%, les tests inutiles et également les dépenses de santé. Donc bien évidemment, ce n'est pas un marqueur fantastique et ce n'est pas la panacée, il a ses limites également. Et ces limites sont la thalassémie principalement, parce que ce paramètre ne permet pas de faire la différence entre une carence en fer et une thalassémie.
même si les sociétés nous donnent des valeurs maintenant en fonction des différents degrés de thalassémie et des différentes thalassémies qu'on peut retrouver. Donc ça va être encore difficile à explorer, à exploiter dans le cadre de thalassémie. Et il est conseillé par beaucoup de publications d'établir nos propres seuils décisionnels et propres valeurs de référence de façon à avoir un seuil décisionnel adapté à notre population. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, nous ne rendons pas encore ce paramètre, mais on voudrait peut-être avec la néphro essayer de commencer à travailler conjointement pour voir si ce paramètre-là peut être utilisé de façon classique et routinière. Donc en résumé, dans ce magnifique schéma, vous voyez les différents intervenants dont on a parlé, les différents paramètres, tels que l'hepsidine qui va avoir donc ce rôle d'inhibition de l'absorption digestive du fer, mais également un rôle d'inhibition du relargage au niveau des macrophages. Vous voyez au niveau de la population érythrocytaire, donc là on va aller vers l'immaturité dans ce sens-là. Les réticulocytes sont le stade juste avant le stade globule rouge. On voit que la teneur en hémoglobine des réticulocytes intervient à ce niveau-là. Les protoporphyrinxènes dans le métabolisme de l'hémoglobine et le pourcentage de cellules hypochromes directement au niveau des érythrocytes. Un petit mot de tarification pour vous montrer que c'est un paramètre, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, qui est peu onéreux. Donc vous voyez que l'ensemble des paramètres du métabolisme du fer, donc NFS comprise, fer, ferritine et coefficient de saturation de la transférine, va nous entraîner une dépense de l'ordre de 4 300 francs à la nouvelle nomenclature, donc la version 42 de la nomenclature qui a eu lieu, ce changement a eu lieu début juin là, en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une dépense de l'ordre de 4 300 francs. Si on prescrit seulement NFS et ferritine, ce sera de l'ordre de 3 200 francs environ. Et si on prescrit NFS et réticulocytes, donc on aura à disposition la teneur en hémoglobine des réticulocytes et ce pourcentage de cellules hypochromes, nous serons à 2500 francs. Donc voilà ces exemples-là qui tendent à dire que si on arrive à terme à utiliser ces paramètres-là dans les pathologies dites difficiles d'interprétation, cela pourra entraîner une économie également au niveau des dépenses de santé. Alors que les autres paramètres, les marqueurs qui ne sont pas faits sur le territoire, eux sont quand même des paramètres qui à eux seuls sont assez chers. Donc en conclusion, pour le diagnostic d'une carence martiale, le dosage de la ferritine seule est recommandé par l'HAS. Et seulement en cas de pathologies particulières telles que les cancers, les pathologies inflammatoires chroniques intestinales, les insuffisances rénales chroniques, ou en cas de suspicion clinique de carence avec ferritine non basse, donc vraiment des cas particuliers, il est conseillé d'ajouter à cette ferritine un coefficient de saturation de la transférine. Donc ce coefficient de saturation de la transférine sera calculé à partir de la transférine et du fer sérique. Ou alors l'ajout de paramètres hématologiques spécifiques tels qu'on les a vus. L'HAS n'émet aucune recommandation dans le dosage du fer seul, de l'association fer-ferritine seule, et préconise uniquement le bilan complet martial en cas de suspicion de maladies de surcharge telles que l'hémochromatose ou dans les dosages ou quand les dosages de ferritine ne sont pas assez contributifs. Alors on va terminer par trois petits cas cliniques. Donc les deux premiers cas sont des cas qui ont été publiés par la société Sysmex. Donc un enfant de 1 an en retard de croissance, chez qui on va effectuer un hémogramme et les paramètres avancés hématologiques pour l'exploration du bilan martial. On ne retrouve pas d'anémie, pas de microcytose, pas d'hypochromie, mais le paramètre de teneur en hémoglobine des réticulocytes est abaissé. Vous voyez que les valeurs normales sont indiquées juste à côté. Il est à 26, c'est discrètement abaissé. Ils instaurent 2 doses de fer par voie orale. Et dès le premier jour, nous allons avoir une évolution de cette teneur en hémoglobine des réticulocytes, alors que l'hémoglobine et le VGM n'ont pas évolué. Donc dans différentes publications, donc comme dans celle-ci publiée dans The Lancet, les indicateurs et les seuils recommandés chez l'adulte, donc c'est 28 picogrammes, et chez l'enfant, ce sera 27,5. Donc dans une autre publication, il est montré que l'augmentation de cette teneur en hémoglobine des réticulocytes est significative 3 jours après le début du traitement.
Un enfant de 7 ans admis aux urgences avec une hyperleucocytose, une anémie normocytaire, normochrome, avec une thrombopénie et une teneur en hémoglobine des réticulocytes dans les normes. Cette hyperleucocytose nous a entraîné à faire un frottis sanguin dans lequel nous allons retrouver 74% de blast et un diagnostic de LALB va être établi. Donc l'anémie n'avait pas pour origine une carence martiale comme prouvé avec la teneur en hémoglobine des réticulocytes. Les deux derniers cas sont des cas que j'ai relevés au laboratoire d'une patiente de 79 ans dont le bilan a été prescrit par un gastro, dans lequel on retrouve une anémie qui n'est pas microcytaire mais hypochrome, un CVGR, donc un index de distribution des rouges qui est augmenté, donc cela nous fait penser à une forte anisocytose, un RET-HE qui est diminué et une augmentation du pourcentage de globules rouges hypochromes. Vous voyez que c'est le cas d'une pathologie probablement inflammatoire chronique intestinale où nous avons une ferritine qui est normale, donc peut-être faussement augmentée due à l'inflammation. Le reste du bilan martial va nous permettre, donc le coefficient de SAT, mais également ces paramètres-là, d'aller vers une carence en fer. Et enfin, une patiente de 43 ans adressée par un médecin généraliste, donc une franche anémie microcytaire hypochrome. Nous retrouvons toujours cette anisocytose des globules rouges, une forte diminution de ce paramètre de teneur en hémoglobine des réticulocytes, 95% de cellules hypochromes. Vous voyez la ferritine qui est bien effondrée, mais selon, encore une fois, nos valeurs normales, on pourrait considérer qu'elle est normale, mais elle est bien inférieure au seuil de 30 microgrammes par litre. Et ce coefficient de SAT qui est à 0,01%, donc complètement effondré. Voilà, juste une petite parenthèse. Tout à l'heure, je vous parlais des newsletters de notre groupe. Donc, vous pouvez les retrouver sur le site internet du laboratoire, donc www.caledobio.nc. Vous avez un onglet newsletter médical sur lequel vous pouvez vous abonner et après, on vous enverra par mail les dernières newsletters. Donc, on essaie d'en publier une par trimestre à peu près. Donc, vous retrouvez déjà celles qui sont déjà publiées et prochainement, nous allons publier celles sur les hyperferritinémies. Voilà, je vous remercie de votre attention et je passe la parole au docteur Edgar. Merci. Ok. Donc, le point de vue du néphrologue. De la carence martiale. En fait, en néphrologie, on est souvent exposé aux problèmes d'anémie et aux problèmes de carence martiale. Et à plein d'autres problèmes. Et du coup, il est toujours très difficile de faire la part entre chaque paramètre, parce que c'est souvent 3, 4, 5 paramètres qui sont intriqués. Et du coup, on réfléchit beaucoup, on essaye d'appeler les biologistes pour nous aider à réfléchir. Et du coup, pendant la présentation de Sébastien, je me suis dit, il ne faudrait plus qu'on demande fer sérique, ferritine, coef de SAT, RET-HE, mais recherche de carence martiale, recherche d'inflammation, recherche de... voilà. Hein, okay. Parce que nous, on a les patients, on sait à peu près ce qu'on veut chercher, on ne sait pas toujours ce qu'on veut trouver. Et du coup, ça peut être intéressant. Il faudrait qu'on teste ça. Donc, par exemple... en janvier, là, on m'a adressé une patiente qui a 56 ans. Je vous mets le courrier du médecin tel qu'il est. Hein. Ça paraît comme ça, pas utile, mais il y a tout, en fait. Il y a tout. Il me dit, donc déjà, il l'adresse pour le néphrologue de la clinique. Cher ami, j'essaie de vous téléphoner depuis... c'est pas très glorieux pour nous, mais... Je vous ai mis mon adresse mail au début et donc maintenant ça devrait plus se produire. Ni à joindre une secrétaire, donc ça c'est plus embêtant. J'ai un cas difficile et urgentissime. Ouais, voilà. Donc il l'envoie le 26 janvier. Elle a... alors en fait il y a tout mais... Ah oui, pardon, non, mais c'est fait volontiers que ça soit illisible parce que c'est le nom de la patiente, donc c'est très bien que vous ne le lisez pas. Donc, avec une créatinine à 35 mg, une urée à 0,6 g, donc ça fait à peu près 34 x 8,8, ça fait à peu près 300 micromoles.
chez une patiente qui a une anémie à 6 grammes. J'ai déjà débuté le fer, mais cela ne suffit pas. Donc, en fait, souvent, les anémies par carence martiale, il faut minimum 3 semaines, 1 mois avant de pouvoir corriger la carence. Même s'il y a une crise réticulocytaire au bout de J7, voilà. J'ai stoppé la metformine et le perindopril, ça c'est très bien pour nous du point de vue néphrologique, parce que la metformine s'accumule en situation d'insuffisance rénale et donne des acidoses lactiques, et le perindopril parce que c'est un IUC qui augmente les créatinines et qui donne une insuffisance rénale fonctionnelle. Donc elle a comme antécédent un état de rupture, je pense, de traitement et autres, et elle est diabétique de type 2, et puis depuis plusieurs années. Voilà. Donc merci de votre aide, bien amicalement. Donc, en la réinterrogeant, effectivement, elle est diabétique de type 2, traitée par ADO, parfois oui, parfois non, ça dépend de son humeur et de sa motivation. Depuis 1999, une hypertension aussi, traitée parfois ou non, par le perindopril qu'elle prenait de temps en temps. Elle n'a jamais eu de grossesse et elle a une obésité à 40 kg par mètre carré. Au niveau familial, il y a 2 frères, dont un décédé à 52 ans. On ne sait pas trop de quoi. Et depuis que son frère est décédé, en fait, elle avait arrêté tout traitement et tout suivi. Et c'était en 2013. Elle a une sœur née en 58, un père âgé de 81 ans et une mère âgée de 82 ans. Et elle était dans le déni le plus total, même des signes cliniques d'anémie, puisque à 6 grammes, elle était venue à pied et disait que tout allait très bien. Elle était pâle, très pâle. Et malgré ça, cliniquement, malgré ça, elle était dans le déni le plus total. Donc elle pesait 106 kg pour 1m61. Sur la question « Est-ce que vous avez pris du poids récemment ?» C'est pas trop. Elle n'a pas de personne et elle n'a pas changé de pointure de pied. Donc, elle était hyper tendue avec 20-10, une dyspnée à l'effort, lorsqu'on lui demande un peu plus de décrire son quotidien. Et, il y a un pointeur. Des légers œdèmes, pas de crépitant, une pâleur cutanée ou muqueuse qu'elle ne peut pas cacher. Elle n'a pas de signes urinaires, pas de signes neurologiques et pas de signes abdominaux. Comment ? Pas encore. Ouais. Et donc, elle m'est adressée avec un premier bilan qui retrouve une anémie à 6,8 g avec microcytaire, une insuffisance rénale à 308 micromoles, pas d'anomalie sur le ionogramme sanguin, une ferritine à 161, bon, un fer sérique bas, un coef de SAT 16%, maintenant que vous avez entendu le biologiste, vous savez qu'il est bas. Une hémoglobine glyquée, elle est diabétique depuis 1999 à 6%. Donc là, on se dit bizarre, mais ce n'est pas si bizarre que ça, parce que dans les situations d'insuffisance rénale, quand on arrive au stade terminal, eh ben, il y a une lune de miel où on guérit un peu du diabète, parce qu'il y a une accumulation de l'insuline endogène. Et puis l'autre piège, eh ben, c'est que l'anémie, eh ben, elle perturbe le dosage d'hémoglobine glyquée et elle sous-estime l'hémoglobine glyquée. Donc, pas d'anomalie hépatique et pas d'anomalie des autres lignées sur ce l'hémogramme. Et elle avait une protéinurie majeure à 19 grammes par litre. Ouais. Donc, une fuite urinaire de protéines qui peut être à ce niveau-là que de l'albumine quasiment, ou une immunoglobuline, mais l'électrophorèse ne le montrait pas. Donc, elle n'avait pas d'hématurie et on lui fait l'échographie rénale pour voir s'il n'y a pas d'anomalie morphologique obstructive ou si elle n'a pas des petits reins qui prouveraient que c'est cuit et qu'elle a une anémie par insuffisance rénale et carence martiale. Et l'échographie rénale ne montre pas d'anomalie de la taille des reins, de écostructure normale, sans dilatation des cavités. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Dans cette situation, est-ce que vous la transfusez de 4 kg globulaires? Et sinon, pourquoi? De 2 kg globulaires? Et si oui, pourquoi?
Pas de transfusion, on lui met du fer intraveineux, on lui met de l'érythropoïétine. Les techniciens, d'abord? Non? Hein? Ouais. Alors cliniquement, bon, en fait, j'ai essayé de l'hospitaliser pour la prise en charge et pour faire un peu le point aussi entre les autres anomalies, mais elle a refusé catégoriquement. Donc, pour la transfuser, du coup, c'était plus difficile. Et je lui ai proposé en ambulatoire d'avoir du fer intraveineux et de l'érythropoïétine, chose qu'elle peut avoir et repartir après. Et pas de transfusion, surtout dans cette situation, quoi, pas surtout, mais pas de transfusion en tout cas avant de réaliser un bilan complémentaire de l'anémie, parce que dès qu'on transfuse, eh ben, on perturbe les dosages de folate, de réticulocytes et d'aptoglobine. Bon, ça devient difficile à interpréter. Donc, on se transfuse après avoir fait un premier bilan de réticulocytes, de schizocytes, à la recherche d'hémolyse, l'aptoglobine, les LDH, recherche d'inflammation. Vu l'insuffisance rénale, une parathormone est utile parce que l'hyperparathyroïdie secondaire à l'insuffisance rénale donne une résistance à l'EPO et du coup majore l'insuffisance rénale, majore l'anémie. Et puis, même si elle n'est pas macrocytaire, lorsqu'on a des situations intriquées de carence martiale d'inflammation et de carence, elle peut être normocytaire avec une carence. Donc, de toute façon, dans cette situation-là, il faut, je pense, avoir la totalité. Et elle avait, de manière étonnante, des réticulocytes à 122 000. Donc, elle régénérait quand même. Elle régénérait, c'est une anémie avec carence martiale, mais régénérative. Alors, en fait, peut-être qu'elle était pas assez régénérative, parce que quelqu'un de normorénal, par exemple, aurait été plutôt à 200 ou 250 000 de réticulocytes, vu le niveau d'anémie. Elle n'avait pas de schizocytes, donc elle n'hémolysait pas, ce qui était confirmé par les LDH normaux. Et l'aptoglobine, quand on hémolyse, elle est effondrée, et là, elle était à 3 grammes. Donc plutôt élevée, et plutôt en faveur d'un syndrome inflammatoire. Ce qui était confirmé par le fibrinogène, mais la CRP était négative. Donc, Sébastien vous a montré des cas simples, isolés, et souvent, c'est 2, 3 ou 4 causes intriquées. Donc, il y avait peut-être de l'inflammation, vu le fibrinogène et l'aptoglobine, même si la CRP est négative. Les états d'inflammation chronique donnent des hyperfibrinogénémies sans pour autant une CRP très élevée. Et elle avait aussi donc, une hyperparathyroïdie, puisque la PTH normale est de 60, 80 normalement. Et là, elle était à 530, donc franchement élevée. Et ça, c'est secondaire à l'hypocalcémie, l'hypophosphorémie qu'elle avait de manière modérée, qui était secondaire à l'insuffisance rénale. Donc, elle a eu faire EPO, les prélèvements, et puis finalement, elle a accepté d'être transfusée. Elle n'était pas témoin de Jéhovah, sinon ça aurait compliqué un peu la situation. Et l'évolution de son insuffisance rénale a été très péjorative, puisque quand on la voit ici en janvier, elle a 300 micromoles, et après, alors qu'on lui donne les traitements, et qu'on a arrêté certains traitements néphrotoxiques, elle continue de monter. Donc, c'est pas terrible pour un néphrologue quand même. Il aurait mieux fait qu'elle n'allait pas voir le néphrologue dans ces cas-là. Mais on a essayé d'avancer en lui proposant une biopsie rénale. Nos biopsies rénales sont lues à Sydney et l'anapathe nous dit qu'il a retrouvé sur la biopsie. Donc, heureusement, elle n'a pas saigné après la biopsie, parce que 40 de BMI, c'est difficile de biopsier. On a recueilli 16 glomérules sur les 1 million de glomérules qu'on a par rein, donc ça va, on ne lui a pas trop spolié de glomérules. 6 étaient complètement scléreux. Donc scléreux, c'est-à-dire fibrosé, il n'y a plus rien à en tirer, les carottes sont cuites. Et les autres, ils ont des anomalies typiques de néphropathie diabétique. Donc c'est les dépôts de Kim Mustel-Wilson, avec des dépôts hyalins et de la fibrose sur
elle nous dit la totalité, quasiment la grande majorité de la biopsie était avec de la fibrose et de l'atrophie tubulaire. Elle a recherché, par une coloration du rouge Congo, la présence ou non d'une amylose, parce que c'est le diagnostic différentiel dans ces situations-là, et les marqueurs immunologiques étaient aussi en faveur d'un diabète. Donc elle conclut à une néphropathie diabétique très avancée. Du coup, on l'a préparé à l'épuration extrarénale, puisqu'il n'y a rien d'autre à faire. Et une patiente qui était en déni de sa maladie, en déni de son anémie, et devient en déni de son insuffisance rénale. Et c'est très difficile dans ces cas-là à manager. Et donc, elle a vu que quand même la transfusion et le traitement lui avaient apporté un confort. Du coup, ça permet de gagner sa confiance et de continuer un petit peu dans le traitement. Donc, au niveau de l'anémie, en fait, on la suit là depuis 4 mois, depuis janvier, 5 mois maintenant, et on a du mal à la corriger. Ici, là, donc elle a commencé les séances de dialyse là, le 14 mai. Ici, elle était gérée en externe et c'était très difficile de lui faire les injections d'érythropoïétine, les injections de fer. Et donc c'est des situations où, même si on a le diagnostic et les traitements, ce n'est pas toujours facile d'agir. Alors, donc, au total, cette patiente, elle avait une anémie microcytaire isolée, au sens qu'il n'y avait pas d'autres lignées atteintes, multifactorielle, il y avait la carence merciale, et au bout de 5 consultations, on a appris qu'elle avait des métroragies, avec des saignements abondants qui l'ont amené à voir le gynécologue, et qui est en cours de bilan. Elle avait une carence relative en EPO du fait de l'insuffisance rénale. L'acidose métabolique, je ne vous avais pas mis les bicarbonatémies, mais elle était à 12 millimoles, donc elle était assez hypobicarbonatémique, et donc l'acidose diminue la durée de vie des globules rouges. L'hyperparathyroïdie secondaire qu'elle avait avec une PTH élevée, et puis un état de micro-inflammation associé à l'insuffisance rénale. Donc, nos patients, ils n'arrivent pas tous comme ça. Il y en a qui sont suivis depuis plus longtemps, et du coup, l'anémie est gérée en amont avec principalement en fait au début du fer par voie injectable. Pourquoi? Parce que les insuffisants rénaux ont une carence martiale, c'est au stade 3 ou 4 de l'insuffisance rénale, il y en a à peu près 30 à 40%, et au stade préterminal, ils sont 70 à 80% à avoir une carence martiale. On ne sait pas très bien tous les mécanismes, mais l'absorption du fer est diminuée en situation d'insuffisance rénale, l'appétit diminue en situation d'insuffisance rénale, et du coup, ces deux mécanismes-là, il y a peut-être d'autres mécanismes qu'on ne connaît pas très bien, qui font que le fer est dispensé de manière très importante en néphrologie. Il était donné en pharmacie, il était distribué en pharmacie de ville et disponible pour tous les praticiens, jusqu'au jour où il y a eu des réactions anaphylactiques mineures en termes de fréquence, mais majeures en termes d'effet. Et du coup, il a été retiré des officines et il n'est plus disponible que dans les pharmacies à usage interne. Et du coup, ça complique un peu l'usage du fer IV, puisqu'il faut les hospitaliser. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas, le fer IV, il n'a pas que des avantages, puisque c'est une hospitalisation, c'est par voie intraveineuse, mais il a un bénéfice réel qui est en termes de transfusion. Ça a beaucoup diminué l'incidence des transfusions en même temps que l'apparition de l'EPO. En fait, l'EPO et le fer, pour nous, fonctionnent un peu pareil comme un moteur à combustion où l'EPO est l'étincelle et le fer est le carburant diesel ou essence. Et donc les mécanismes de l'anémie, nous, dans l'insuffisance rénale chronique, ils sont multiples. Avant le début de la dialyse, il y a le déficit en EPO qui apparaît autour de 30 à 40 minutes. L'acidose métabolique qui apparaît aussi à ce niveau-là, l'hyperparathyroïdie secondaire, la carence martiale, on l'a vu, la carence vitaminique aussi, parce que s'il y a une inappétence, on diminue aussi les apports d'autres vitamines. Et puis les médicaments qui sont prescrits chez les patients polypathologiques, diabétiques. 60% de nos patients insuffisants rénaux sont diabétiques.
Et donc, ils ont souvent le syndrome polymétabolique avec l'hypertension, le diabète, et du coup, ils ont des médicaments qui diminuent le taux de globules rouges. Les IEC ont un certain effet sur le taux d'hémoglobine, ils diminuent de 1 à 2 points au long cours. Les IPP diminuent l'absorption de fer, et on en prescrit beaucoup. C'est des blockbusters de l'industrie, hein. Et les antiagrégants plaquettaires donnent des saignements digestifs à minima qui sont occultes. Donc les situations sont souvent intriquées, multiples. Et lorsqu'on commence la dialyse, il y a ces situations-là, avec en plus des pertes sanguines de circuit, même si elles ne sont pas très fréquentes. On rajoute une couche d'anticoagulation, puisqu'on a besoin d'anticoaguler pour dialyser les patients. Et le fait qu'il y ait une circulation extracorporelle, il est prouvé que ça rajoute une couche de bio-incompatibilité avec l'organisme et de micro-inflammation chronique. Donc, l'histoire naturelle d'un taux d'hémoglobine chez un patient insuffisant rénal au fur et à mesure de l'âge et de l'avancée de sa maladie, l'insuffisance rénale chronique au stade 1, 2, 3, ici se traduit par une baisse du débit de filtration glomérulaire, et il est clairement prouvé que l'anémie apparaît à partir du stade 3, avec un taux d'hémoglobine qui baisse très rapidement après, au moment du stade terminal. Et du coup, souvent, on arrive avec le fer intraveineux et les érythropoïétines, qui ont maintenant un schéma d'injection assez confortable, où on peut injecter une fois toutes les 2 semaines ou tous les mois. On arrive à obtenir des bons résultats. Et bien souvent, on utilise le fer IV, parce que le fer péros n'est pas très bien toléré, et il est mal absorbé, et il donne des effets secondaires. Le patient, vous lui donnez du fer par anticipation pour éviter qu'il arrive avec 8 grammes d'hémoglobine au moment de la prise en charge, et il a mal au ventre, il dit c'est votre faute, il ne revient plus, il ne prend pas le traitement, du coup, le fer intraveineux passe mieux. Donc, le fer intraveineux et le PO ont des risques, et c'est pour ça qu'on est passé d'une phase aussi où on les prescrivait de manière large à une phase où on va plus profiler un peu plus la prescription, puisque l'érythropoïétine est associée avec un surrisque d'AVC ischémique, d'hypertension et de thrombose, et le fer est, lui, associé déjà avec des injections en pré-dialyse. En dialyse, ce n'est pas un problème, on a l'accès veineux. Et chez l'insuffisant en dialyse, il est associé à une surcharge hépatosplénique majeure, et avec une moelle pauvre en fer. Et il y a un paradoxe qui est lié à l'insuffisance rénale, qui est qu'il y a moins de fer disponible pour l'hématopoïèse, et plus de fer dans le foie, et on ne connaît pas très bien les effets à long terme. Donc, ce qui fait que toutes les sociétés savantes, européennes, américaines, japonaises, ont des taux cibles de fer sérique, ferritine, CoF2-SAT et de... Non, pas de fer sérique, pardon, juste de CoF2-SAT et de ferritine, et intégreront bientôt, je pense, ce dont a parlé Sébastien avec le RET-HE, qui est plus sensible probablement et plus spécifique. Donc, tous s'accordent à dire qu'un taux d'hémoglobine chez un patient dialysé doit être entre 10 et 12 grammes, avec un taux de ferritine de 200 à 500. Donc vous voyez, la fourchette, elle est quand même élevée, hein, puisqu'on considère qu'il y a une carence en dessous de 20-30, mais comme la ferritine est déjà pas normale en situation rénale, on la met à des fourchettes plus hautes. Un coefficient de saturation, on le met à plus de 20-30%. Et après, pour les recommandations d'administration du fer et en traitement d'induction ou en traitement d'entretien, là, les sociétés ne sont pas tous d'accord. Les Japonais, par exemple, qui sont très précautionneux, eux, ils mettent du fer, mais jusqu'à 650 mg en phase d'entretien les 6 premiers mois, en phase d'induction les 6 premiers mois, mais déconseillent l'utilisation du fer IV au long cours, chose que nous, Français, on fait allègrement, et les Américains, n'en parlons pas.
Et ils utilisent à peu près 2 à 3 fois nos doses. Alors peut-être qu'ils ont des BMI plus élevés aussi. Mais voilà, c'est source de débat. Ce qui est plus débattu, c'est le fait que grâce au fer IV et à l'EPO, les besoins en transfusion ont quasiment disparu. Là, c'est la seule patiente qu'on ait dû transfuser de l'année en situation d'insuffisance rénale qui arrive là. Donc, ça a permis de moins transfuser les gens, donc de moins les immuniser lorsqu'on veut les greffer, de moins leur transmettre d'hépatite, et puis d'améliorer aussi leur confort de vie. Donc, après, on s'adapte évidemment par rapport aux comorbidités. Hein. Quand ils sont coronariens, on va être un peu plus incisif sur le traitement, parce que là, c'est de la mortalité qui est en jeu, plutôt que du confort de vie. Donc, pour la période pré-dialyse qui concerne les médecins généralistes ici, il est clairement admis que en dessous de 11 grammes, on demande un bilan martial avec ferritine, coef de SAT, et puis les autres marqueurs que nous a parlé Sébastien. Et lorsque ces paramètres sont associés à une anomalie avec une baisse de la ferritine, une baisse du coefficient de saturation, et qu'on est dans le cadre d'une hémoglobine inférieure à 10 grammes, on recommande, en situation d'insuffisance rénale modérée à sévère, l'utilisation du fer par voie intraveineuse. Lorsque l'anémie est moins prononcée, entre 10 et 11 grammes, on peut commencer par le fer péros lorsqu'il n'y a pas d'inflammation. Lorsqu'il y a une inflammation associée, là, le fer intraveineux est recommandé plutôt que péros. Et lorsque on a une incompatibilité, un manque d'adhérence et un manque d'effet du fer péros, ce qui est à peu près 70% de nos patients en Calédonie, on passe à du fer intraveineux. Voilà. Donc, pour conclure sur anémie, carence martiale et insuffisance rénale, la cible d'hémoglobine qu'on vise, nous, c'est 10 à 12 grammes. Hein. Il est clairement prouvé qu'au-dessus de 12 grammes, les insuffisants rénaux ont beaucoup plus de complications qu'à 10 et quasiment autant de complications qu'à 8-9. Du coup, d'autres, mais ils ont des complications qui sont les thromboses, des AVC et des problèmes cardiovasculaires. Du coup, on fixe une cible de 10 à 12 avec une cible de ferritine entre 200 et 500 et un coef de SAT supérieur à 30%. En situation d'insuffisance rénale, il nous faut des éléments cliniques exhaustifs et que, généralement, il est souhaitable de demander tous les éléments du bilan de l'anémie pour ne pas passer à côté d'éléments confondants, qu'on utilise largement le PO, qu'on utilise largement la supplémentation martiale et que les autres supplémentations dépendront de la réponse au traitement et des anomalies retrouvées sur le bilan parapluie ici. Voilà. Si vous avez des questions, on peut discuter avec Sébastien. Je voudrais savoir si la carence en fer peut diminuer les réactions immunitaires contre les infections. Alors, la carence martiale est associée à plus d'infections. Ça, c'est prouvé aussi. Mais par quel mécanisme, je pense, c'est parce que le fer est aussi indispensable au système immunitaire et aux cellules type polynucléaire neutrophile, puisque dès qu'on a aussi une carence martiale, nous avons dit qu'on voit des anomalies morphologiques sur les PNL. Donc, ça répond à votre question, je pense. Ça rentre aussi dans tout ce métabolisme oxydatif. Voilà. Ça permet d'entraîner la sensibilité associée. C'est pas possible.
Du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de cercle vicieux entre maladie inflammatoire chronique et entraîner une carence partielle, et la carence partielle aggraver la maladie inflammatoire chronique? Certainement, mais moi je suis pas assez compétent pour vous répondre. Bon, on a souvent des sportifs aussi avec pas d'anémie, à l'examen, mais avec des ferritines très très basses. Est-ce qu'il faut les supplémenter? Oui. Oui. Il faut les supplémenter. Il faut voir le SAT Mais voilà, c'est ça. ou le RHE. Ouais, voilà. Ouais. Le RHE. On peut préciser. Probablement lors des ferritinémies basses sans anémie, Ouais. ça va être dans les étapes suivantes. Si l'anémie va survenir, on va venir sur la physiopathologie, c'est la première étape, la baisse de la ferritinémie. Et si la carence persiste, vous allez avoir la microcytose, l'hypochromie et enfin l'anémie. Donc, Alors, je me suis posé une question en tout temps, c'est le RHE, je ne sais pas si on en a parlé, je l'ai écouté, mais en période de grossesse. il y a des publis, mais il n'y en a pas énormément qui sont sortis chez la femme enceinte. J'avais fait une diapo là-dessus, mais c'était difficile à interpréter. Il y a une publi assez intéressante qui fait un espèce de diagramme impliquant également les récepteurs solubles de la transférine et ce RHE, avec paramètres inflammatoires dedans. C'est ce qu'ils appellent les Thomas plots. Et c'est assez bien fait, mais pour le moment, c'est encore un paramètre qui, dans la grossesse, est difficilement interprétable. Ils s'en sont servis dans des publics pour suivre la réponse au traitement. Au fer, Voilà. voilà, C'est ça, pour voir comment ça évoluait. Ils ont prouvé que après traitement martial, il y avait une réponse plus importante du RHE, de l'ordre de plus de 20%, par rapport à des paramètres tels que l'hémoglobine ou des ferritines qui vont être peut-être plus modérés en termes de réponse au traitement. Donc ils s'intéressent un petit peu là-dessus, mais j'ai pas encore trop retrouvé de publication qui faisait RHE, anémie ou sans anémie, de façon à avoir un marqueur prédictif précoce de carence partielle chez la femme enceinte. D'autres questions? D'autres questions? Bon, alors, on va remercier nos intervenants.